J'allais donc assister à un certain nombre de tables rondes pour tenter de répondre à tous ces défis qui nous ont été lancés depuis tout à l'heure par les différents intervenants. Notamment, je pense à Olivier Berthe, qui disait on va faire le bilan, mais je trouvais assez symbolique que justement cette première table ronde décide de regarder plutôt ce qui se passe aujourd'hui, en 2015, et aussi ce qui va se passer dans les années prochaines à travers un certain nombre de nouveaux visages de la pauvreté. C'est le thème de cette première table ronde. Et pour cela, j'appelle donc à cette tribune, on fait les choses de manière assez traditionnelle, Julien Damon, qui est professeur associé à Sciences Po, la philosophe Cynthia Fleury, professeur à l'American University of Paris, le bénévole au Resto du Cœur que vous connaissez sans doute, Gérard Makowski, qui doit être parmi nous, et le président de l'Observatoire des inégalités, Patrick Savidan. Avant de dessiner les contours de ces nouveaux visages, de voir comment les restos, mais aussi toutes les autres formes de solidarité peuvent s'organiser pour y répondre, je vous propose de regarder un petit film qui a été réalisé et qui va sans doute permettre de rentrer directement au cœur du sujet et de ses préoccupations. C'est assez court, ça dure 2 minutes. Ça fait presque 3 ans que qu'ils sont là avec moi, été comme hiver. Et s'ils n'étaient pas là, et ben, je serais quoi? À la rue, je ne mangerais pas. Il y a une entrée, un plat, un fromage, un dessert, voilà. C'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne peux pas faire chez moi. On me donne des conseils, on m'aide, et puis ça m'aide à avancer, ça m'aide à avoir confiance en moi pour l'avenir, pour moi et pour mes enfants. C'est pas grand-chose, mais c'est pas une question que de manger, ouais, c'est de parler. C'est bête à dire, mais c'est enrichissant. Nous, on arrive ici dans ce lieu-là, on se sent tout de suite bien accueilli. Parce que tout le monde se tutoie, on fait les tâches ménagères ensemble. Moi, j'aime bien ce côté famille. Pour moi, c'est un bol d'air frais, en fait. On respire différemment. Les ateliers des Restos du Cœur m'ont accueilli pour mon stage. Ça a été le vrai coup de pouce au beau moment. Il y a une pauvreté de la jeunesse qui est de pire en pire. Et du coup, voilà, hein, nous on arrive, on fait avec ce qu'on a, mais j'avais vraiment besoin d'un coup de main et ça dépanne bien. Il y a de la chaleur humaine, il n'y a pas que de l'aliment, il n'y a pas que des couches. Il y a aussi les bénévoles qui sont là, ils sont là pour ça justement, parler. J'ai toujours ça en plus. Ma motivation, sortir de ma solitude. J'étais très renfermé et là ça m'a donné l'occasion de m'extérioriser un petit peu plus, de rencontrer des gens. J'ai un plaisir à venir au travail le matin. Je suis content de me lever, je suis heureux, je suis bien ici. C'est pour ça que je suis venu ici en chantier d'insertion, c'est bien pour que je me dise dans ma tête que je vais tous les matins à mon travail. Et puis le mot de dire que j'ai un boulot, ça me plaît. Moi parfois j'arrive pas, je prends au moins 10 minutes à comprendre et eux ils sont patients alors c'est bien. Quand on rentre dans les Restos du Cœur, on vous donne avec des câlins. Le cœur, franchement venez ici. Sans rancœur, sans rancune, la vie, il n'y en a qu'une. Le cœur et les câlins, je pense que c'est aussi important. On va évidemment rebondir sur ce qu'on a vu dans ce petit film, à savoir les différentes formes d'action des Restos du Cœur, mais aussi tous ces différents profils et ces nouveaux visages de la pauvreté. Je trouve important peut-être de commencer par Gérard Makowski, qui est donc, je vous le rappelle, bénévole au Resto du Cœur. Quand vous regardez ce petit film, Monsieur Makowski, qu'est-ce qui vous frappe? Est-ce que c'est justement le profil les nouveaux profils de cette pauvreté? On y voit des femmes, on y voit des jeunes femmes, on y voit des enfants, on y voit des familles. Oui, entre autres. C'est-à-dire que ces profils, ils n'ont cessé de se diversifier en nombre. Moi, je me rappelle, j'ai envie de commencer par dire ça, je me rappelle d'une émission quand j'étais jeune qui s'appelait Sur le banc, une émission radiophonique où le SDF, c'était Jeanne Sourza et je ne sais plus qui.
Et le SDF était quelqu'un du coin, voilà, et c'était une émission radiophonique très drôle. Depuis, on a cessé de voir des vagues de profils nouveaux émerger, si bien qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a strictement plus aucun profil type. Je vais essayer de pas en oublier. Il y a eu ce qu'on appelait les travelers, les gens qui faisaient la route souvent avec un chien. Les routards. Voilà. Comment ? Les routards. Il y a les routards. Oui, j'ai pas parlé français, c'est pas bien. Il y a eu bien évidemment les personnes âgées. Il y a eu ce qui maintenant devient massif, les familles qu'on appelle monoparentales, mais qui sont des femmes souvent seules avec enfants, qui sont nombreuses. Et puis, à côté des femmes avec enfants, y compris des familles entières qui sont touchées. Il y a les jeunes qui sont frappés par le chômage et l'absence de RSA. Il y a des étudiants pauvres. Il y a des gens qui travaillent. C'est une notion, le travailleur pauvre était une notion ancienne aux États-Unis. Elle a mis très longtemps à parvenir jusqu'à nous, donc des gens qui travaillent et qui peuvent être, et qui y compris peuvent être à la rue. Donc toute une série, et bien sûr les vagues de gens issus des conflits de l'Afghanistan ou autres, et après le printemps arabe. Donc il y a toute une série comme ça, c'est plus l'homme seul à la rue, mais une série de profils extrêmement divers qu'on voit faire la queue pour avoir à manger ou acquérir un autre type de service offert par les restos. Et encore une question pour vous, pour les bénévoles des restos, est-ce que cette multiplicité des profils rend votre travail plus difficile? Est-ce que c'est plus compliqué d'aller les chercher? Et est-ce que finalement, il faut aller les chercher un par un, alors qu'avant, en tout cas peut-être au début de l'action de Coluche, je pense au milieu des années 80, il y avait, on va dire, peut-être un profil plus classique, auquel il était finalement plus aisé d'avoir accès et de tendre la main? Alors nous, on ne va pas les chercher. Il n'y a qu'un endroit où on vient vers eux. Et encore peut-être un peu plus maintenant, il y a les nouvelles activités dans le monde rural. Là où on va vers, c'est les maraudes, où c'est toute l'activité gens de la rue, où on se poste avec des camions, mais on ne va pas les chercher en tant que tels, on va peut-être les attirer, si je puis me permettre. Et oui, ça pose aujourd'hui question, ça pose une double question. La gestion de la massification et de la diversité pose bien évidemment question. Gérer une file d'attente de 500 personnes dans la rue qui ont vu le camion arriver pour recevoir à manger, c'est plus compliqué que... Et c'est encore plus compliqué quand ils ont des profils très différents? Et c'est encore plus compliqué quand ils ont des profils très différents, ne serait-ce que parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ne serait-ce que parce qu'ils sont victimes des préjugés qui aujourd'hui parcourent notre société, ne serait-ce que parce qu'il y a et moi, qui bien sûr perdure aujourd'hui. C'est plus compliqué aussi parce qu'on a toute une série de publics qui n'osent pas faire la démarche. On parlait, l'assistanat a été évoqué plusieurs fois tout à l'heure, mais croyez-moi que les gens qui viennent nous voir, ils mettent des fois 2 ans à se dire moi j'y ai droit aussi, et je vais y aller. Et il y a un public que j'ai même pas évoqué tout à l'heure, tellement il y en a. Aujourd'hui, on est obligé de faire la distinction entre on va l'appeler comme ça, le véritable sans toit et celui avec un toit d'une extrême précarité. C'est-à-dire ceux qui vivent en squat, qui vont d'hébergement en hébergement, qui sont logés en hôtel. Il faut savoir qu'en hôtel, on ne peut ni conserver, ni cuisiner. Donc voilà, on a toute une série comme ça de difficultés, effectivement, de gérer la cohabitation de ces publics divers. Je suis trop long. Non, mais non, vous n'êtes pas trop long. D'ailleurs, vous pourrez y revenir et intervenir si vous voulez. Mais Julien Damon, ce qui vient être dit par M. Makowski est intéressant parce que c'est vrai qu'on a vu vraiment évoluer ce profil. L'image de l'homme
seul, sans emploi et sans toit. Cette image-là, elle est dépassée aujourd'hui. Ben, je crois que tout ce qu'on a vu et entendu depuis le début de la matinée concourt à répondre oui. Et ça s'arrête là? Oui, voilà, j'ai terminé mon intervention. Non, plus généralement. Oui. J'ai même pensé à quelque chose, oui. Mais comme le président tout à l'heure a dit ni discours du baratin, je suis un peu embarrassé, pardon. Oui. Mais voilà, je vais tenter. Puisque le sujet est les visages de la pauvreté et ses transformations, et qu'on l'a déjà bien traité, finalement, tout a presque été dit, j'ai pensé qu'il y avait 10 transformations. Mais vous ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop long. Bon, la première chose, c'est que si on se projette 30 ans, 40 ans en arrière, on parle beaucoup de pauvreté. Et on en parle de plus en plus. Il y a une quarantaine d'années, dans le milieu des années 70, on en parlait extrêmement peu. Il y avait des sujets catégoriels, les personnes handicapées, les parents isolés déjà, qui se profilaient comme sujet majeur de politique publique. Mais dans le débat public ou le débat social, je ne sais pas comment on doit le qualifier, la question de la pauvreté n'avait absolument pas la même place qu'aujourd'hui. Et c'est dans les années 80 qu'a émergé ce thème de la nouvelle pauvreté. Il faut d'ailleurs dire que la pauvreté est toujours nouvelle, ne serait-ce que pour les personnes qui tombent dedans. Le deuxième changement, qui a trait au premier, c'est que nous avons un attirail de politique publique, certes imparfait, mais considérable depuis. Elles ont été créées, ces révolutions qui ont été dans le droit social français, le revenu minimum d'insertion, 3 ans après les Restos du Cœur, ou ensuite la couverture maladie universelle. Donc deuxième changement absolument capital, c'est que nous avons entrepris un complément à notre protection sociale, sécurité sociale, qui d'ailleurs fête cette année ses 70 ans. Sur les visages de la pauvreté, alors troisième transformation, elle a été évoquée dans le petit film par un jeune. C'est le rajeunissement de la pauvreté, puisqu'on a souvent cette image du monsieur seul au chômage ou du clochard barbu, figure pittoresque parisienne. Hein. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés... Oui. Il y a de cela. Non, mais monsieur Makowski, ne vous sentez pas visé, évidemment. Pas du tout. Monsieur Makowski compte parmi les jeunes dynamiques. Et puis il ne vit pas sur un banc, enfin, même s'il a évoqué cette émission. Non, le troisième sujet est extrêmement sérieux. La pauvreté dans les années 80, qui n'était pas mesurée aussi finement qu'aujourd'hui, avec un appareil d'ailleurs de mesure aujourd'hui extrêmement compliqué, c'est une pauvreté qui touchait majoritairement encore des personnes âgées, parce que les régimes de retraite, encore une fois, imparfaits, n'étaient pas arrivés, comme le disent les bureaucrates, dont moi, à maturité. Aujourd'hui, la pauvreté frappe d'abord les jeunes. Vous avez la moitié des gens comptés comme pauvres qui ont moins de 30 ans. Le président de l'Assemblée nationale l'évoquait tout à l'heure. Selon les diverses mesures que l'on peut avoir, nous avons entre 1 et 2 millions d'enfants qui vivent dans des familles pauvres. Donc le changement, c'est que la pauvreté s'est rajeunie. Quatrième changement dans la pauvreté, le président de l'Assemblée nationale, Chaillot-Bien, l'a évoqué aussi, c'est son urbanisation et sa concentration, sujet qu'il connaît bien. Vous avez un taux de pauvreté des jeunes, des enfants qui est d'un 5e, dans un français plus clair, 1 enfant sur 5 vit dans une famille pauvre. Dans les zones urbaines sensibles, c'est-à-dire les endroits où se concentrent les difficultés, vous avez 1 enfant sur 2 qui vit dans une famille pauvre. Quatrième transformation, si je ne me trompe pas. Déjà. Oui. Oui, pas moi, j'arrive pas à me suivre, c'est grave. Donc, prenons un néologisme, c'est la monoparentalisation. Auparavant, la pauvreté était concentrée dans les familles nombreuses. Mais comme il y a de moins en moins de familles nombreuses, et de plus en plus de familles monoparentales, dans lesquelles on ne peut trouver qu'un apporteur potentiel de ressources, les pauvres sont d'abord dans des familles monoparentales. Ça n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Accompagnant cette monoparentalisation, vous avez une féminisation de la pauvreté, puisque, ça a déjà été évoqué, à la tête des familles monoparentales, nous avons des femmes seules. 6e ou 7e, je ne sais plus, je me perds. La suivante, mais qui a déjà été évoquée aussi, puisqu'il y a de moins en moins de pauvres d'âge de retraités, même s'il en demeure, bien sûr, il y a les transformations du salariat, le choc du chômage, qui est quand même première préoccupation. Vous avez davantage de pauvres d'âge actif et de situation active. Ce sont ces fameux travailleurs pauvres, soit qu'ils vivent dans des ménages compliqués et avec des situations de travail salarié tout de même stables, soit qu'ils vivent eux-mêmes dans des ménages pas compliqués, mais avec des salaires
compliqué à stabiliser. Dans un français plus clair, vous avez deux options pour être travailleur pauvre. Soit vous êtes seul avec plein d'enfants, vous avez un salaire relativement faible, mais vous avez un salaire qui est stable. Soit vous êtes à deux et vous avez des horaires décalés, des portions de SMIC, et vous vous trouvez sous les seuils de pauvreté. Autre transformation encore, ce qui a changé dans la vie des pauvres, c'est que vous avez eu l'augmentation des prix et des prix du logement. Donc vous avez des budgets bien plus contraints que dans les années 80. Et puis j'arrive peut-être à mon dernier point, ça devrait en faire une dizaine. Hein, voilà. Il en reste deux, zut alors, j'ai tout bien noté. Mais on a largement quoi rebondir. Non, parce déjà, que là, ce que vous faites, c'est que moi, oui, monoparentalisation et féminisation, ça en fait deux. Voilà. Hein, voilà. Et mon tout dernier, ça a été évoqué, c'est un des points les plus sensibles, je pense. Je trouve que le qualificatif le moins controversé, c'est de dire que la pauvreté s'est mondialisée. En clair, l'immigration a transformé les visages de la pauvreté. Si on prend les files d'attente aux différentes possibilités de prestations sociales, que ce soit les Restos du Cœur, les guichets administratifs ou bien encore ceux d'autres soupes populaires. Il y a une trentaine d'années, il fallait parler français. Dans les années 90, choc yougoslave en particulier, il fallait parler quelques langues issues de l'Est de l'Europe. Et aujourd'hui, année 2000, il faut parler toutes les langues du monde. Et on parle d'ailleurs toutes les langues dans les files d'attente, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Monsieur Makowski. On va évidemment pas reprendre ces 10 points. Surtout que oui, il y en a un que j'ai oublié qui est capital. Les uns après les autres. Ben non, mais si on a réussi à quand même compenser la pauvreté, puisqu'elle est relativement stable en proportion de la population concernée, avec les statistiques dont on dispose, c'est parce qu'on a dépensé beaucoup plus. C'est parce qu'on a des dépenses sociales qui augmentent. Certains vont hurler à l'assistanat, d'autres vont considérer que c'est insuffisant, mais une des grandes transformations à rattacher donc à cette création du RMI, de la CMU, aux transformations des allocations familiales sur lesquelles tout le monde s'écharpe, c'est parce qu'on stabilise le taux de pauvreté en dépensant plus. C'est d'ailleurs peut-être des points sur lesquels on va pouvoir revenir à la fois avec Patrick Savidan et Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, ce que vient de dire à l'instant Julien Damon, à savoir qu'on dépense de plus en plus, ça pose aussi la question du courage politique. Vous en avez beaucoup parlé, vous avez écrit d'ailleurs là-dessus. On a beaucoup fait quand même ces 30 dernières années. Oui, on a beaucoup fait, ça a d'ailleurs été rappelé par les uns et par les autres. En revanche, c'est vrai que l'aventure des restos du cœur, elle est un cas d'école sur au moins deux points. Le premier point, c'est un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Dominique Régnier, c'est-à-dire que c'est pas ce mélange, mais le fait que, moi ce que je défends dans le terme d'individuation, et pas d'individualisme, mais c'est quand même cet individu qui est porteur d'un récit commun et qui soudainement, sa singularité, sa différence, son talent, sa création, vient nourrir l'état de droit. Et ce qui me paraît très très important, c'est que nous avons un peu oublié que précisément l'état de droit, la durabilité de l'état de droit, elle se nourrit des individus qui viennent réinsuffler sans cesse leur puissance, leur inventivité, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et le fait que Coluche a pris sur lui, en tout cas dans un premier temps, et ça renvoie à la question du courage, mais le courage, c'était quoi défini par Jean Kelevitch? C'était cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, il n'y avait pas de grands discours. Il y avait simplement, ou dans un langage plus arendtien, si on pense à Arendt, première manière d'être au monde dans la cité, l'action. Point. Voilà. Donc, d'abord, pas de discours, pas d'interpellation, j'agis. Et en revanche, dans un second temps, c'est pour ça que c'est très important de voir que la société civile, ce n'est pas simplement de la philanthropie, si vous voulez. La gouvernance aujourd'hui insufflée par la société civile, et c'est pour ça que je dis que c'est un cas d'école, c'est qu'elle réinvente le continuum politique. Coluche a tout de suite fait appel aux entreprises, aux politiques, aux artistes, aux médias, et c'est toute cette fabrication collective qui vient, là aussi, réinventer une régulation démocratique. Donc c'est là où il y a cas d'école. Et c'est pas contre, c'est avec, et c'est aussi avec ce même désir et surtout cette même exigence de monter en généralité, de construire du normatif, tout de même.
Donc ça, c'est un point, et puis non seulement du normatif, mais de la durabilité 30 ans après. Alors on peut dire, mon Dieu, c'est terrible, mais en même temps, 30 ans après, le geste est là, il est construit, il est rigoureux, il est efficace, et il est digne. Mais ça devient peut-être plus compliqué, je m'excuse de vous interrompre, avec ce qu'on vient de décrire, ce côté un peu protéiforme de la pauvreté aujourd'hui. C'est plus compliqué parce que là aussi, c'est le deuxième trait du cas d'école de cette histoire, c'est que la pauvreté, la précarité, c'est pas simplement une question qui concerne celle des Restos du Cœur, mais de l'État-providence tout seul, si vous voulez. Donc, dans votre sphère familiale, chacun d'entre nous, nous avons aujourd'hui, alors que nous ne l'avions pas il y a 30 ans, un rendez-vous direct avec la pauvreté, avec la question du chômage, et puis alors la question du chômage qui est en fait multiple, c'est-à-dire, en gros, le travail est démultiplié, l'emploi n'existe plus. C'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez un phénomène de super-activité. On passe d'intermittence en intermittence, mais ça fait en fait beaucoup plus d'activités. C'est l'accumulation des faux jobs, c'est les stages qui ne s'arrêtent jamais, c'est d'une autre manière tout le déclassement scolaire, des diplômes, qui fait que pour avoir accès à un travail, c'est pas 1, 2, 3, mais c'est 10 diplômes, etc. Donc tout cet univers de précarisation, il est celui de la société, et pas simplement, sans parler de la question des migrants, sans parler de la question des réfugiés, qui vient aussi transformer cette question en faire peut-être la vraie question du contrat social aujourd'hui. Avec ce point qui a été souligné, c'est l'arrivée, ça a été souligné dès l'introduction par M. Makowski d'ailleurs, c'est l'arrivée au Resto du Cœur et dans d'autres associations de gens qui travaillent, de gens qui ont un emploi et qui sont pourtant pauvres, qui doivent eux-mêmes l'assumer et faire la démarche, par exemple, d'aller au resto alors qu'on a un travail. Tout à fait. C'est la première question et le premier renversement de cette pauvreté, et puis aussi de la compréhension du travail. Le travail protégeait, il déprotège, il ne protège plus. Donc voilà, donc ça c'est absolument flagrant. Premier front qui est au contact de ça, ce sont les Restos du Cœur, mais encore une fois, toutes les familles, toutes les administrations sont à ce rendez-vous-là. Et ça pose une question, et j'en termine pour pas du tout monopoliser, mais ça pose quand même la question aujourd'hui devant nous, qui est enfin peut-être de séparer la question du travail de la survie, et de dire peut-être que le travail, ça ne doit pas être simplement le fait de protéger la survie. Et à ce moment-là, ça pose la question éventuellement d'une allocation universelle, d'un revenu. Et on voit qu'on est en train de se séparer de ça pour recréer ce lien qui est absolument nécessaire, en tout cas dans la cité, à savoir le lien d'émancipation entre le travail et l'homme, alors que ce n'est plus le cas. Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir ce qu'en pense Patrick Savidan, un président de l'Observatoire des inégalités, je le rappelle. C'est un incroyable paradoxe qu'on est en train de mettre à jour, là, à savoir qu'on travaille et on est pauvre. Et l'autre paradoxe, c'est que dans cette société dans laquelle on ne cesse en permanence de dénoncer les inégalités et de dire il faut agir pour les diminuer, eh bien, ces inégalités, elles continuent de se creuser. Alors même si on a vu avec une statistique récente qu'avec 0,3, on avait 0,3% de moins de pauvres, mais globalement, si on regarde sur un moyen terme, elles ne cessent de se creuser, malgré le discours. Merci beaucoup pour cette invitation et pour ces deux questions. Sur le premier point, je pense que ce qui se généralise effectivement, c'est le sentiment qu'il y a moins de statut protecteur. En gros, effectivement, le travail, d'une part, protège moins, mais de ce point de vue-là aussi, il y a des inégalités très très fortes. Il y a des emplois qui protègent beaucoup plus que d'autres. Donc il y a une dimension du travail qui protège moins. Une part du travail. Il y a le diplôme qui protège moins. Donc il y a un ensemble d'évolutions dans la société qui font que ce qui augmente le plus, en fait, c'est un certain sentiment d'insécurité sociale,
un certain sentiment de précarité sociale qui, comme Cynthia Fleury le dit, se diffuse. C'est-à-dire que par le biais des relations familiales interpersonnelles, aujourd'hui, on a une connaissance beaucoup plus directe du phénomène de la précarité, soit qu'on s'investisse en tant que bénévole, soit que nous-mêmes, dans notre famille, dans nos proches, ou parfois soi-même, on peut être en proie à ces formes d'insécurité. Après, sur la question de l'évolution de la connaissance, moi, ce qui me frappe, et je suis content de pouvoir le dire dans un contexte de ce type, c'est qu'on a un immense problème. Alors, c'est vrai qu'on connaît mieux la société sociale à beaucoup d'égards. Il y a des phénomènes qu'on connaît encore mal, comme par exemple le problème des niveaux de discrimination, la façon dont les différentes discriminations peuvent interagir les unes avec les autres, la façon dont des discriminations peuvent interagir avec des inégalités. Il y a encore des zones d'ombre d'une certaine façon, mais on a quand même beaucoup progressé. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'il y a par rapport à la façon dont on connaît les choses, on a d'immenses problèmes. Par exemple, vous signaliez le fait que la pauvreté ait diminué très très légèrement en 2012 et 2013. On sait que c'est un artifice statistique. En fait, est-ce qu'on peut dire pourquoi ? Tout simplement, alors c'est très simple, c'est que tout le monde est plus pauvre. Et donc, comme le niveau... C'est mécanique. Voilà, la pauvreté, c'est une donnée relative qui se calcule à partir d'un chiffre qui est 50% ou 60% du revenu médian. Comme le revenu médian baisse, parce que depuis, en gros, la crise de 2007-2008, il y a un effondrement ou un tassement des revenus de 60% de la population, et plus ceux qui sont bas dans cette hiérarchie-là inversée, plus la décrue est importante. Donc forcément, puisque le revenu médian baisse, le seuil mathématique de pauvreté baisse, et donc des personnes, statistiquement, sortent de la pauvreté. Mais il ne faut pas penser pour autant que leur situation a dramatiquement changé. Je serais bien tenté de penser qu'elle n'a pas changé du tout, simplement, on ne les considère plus comme pauvres, ce qui n'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle à certains égards. Donc on a comme ça un véritable problème qui tient tout simplement à la façon dont on mesure la pauvreté. On a une difficulté qui est double. D'une part, nos outils sont sans doute très imparfaits. L'idée qu'on puisse se contenter d'un chiffrage de la pauvreté à partir d'un calcul de ce type-là est très insuffisant. Alors il y a d'autres tentatives qui consistent à essayer de s'orienter vers une mesure plus objective de la pauvreté à partir de la notion de privation, essayer de définir en gros un panier de biens qui, si on en est privé, dans plus ou moins, pourrait vous conduire à être qualifié comme pauvre. Et le deuxième aspect qui est problématique de ce point de vue-là, c'est le fait que les données arrivent toujours beaucoup trop tard. On a une conduite très, très aveugle, en fait, tout simplement, parce que quand on a des données qui nous arrivent, généralement, elles décrivent une situation d'il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Donc, c'est pas... Et l'évolution, elle est rapide. Je pense aux travailleurs pauvres, ou je pense aux situations des familles. Elle est d'autant plus rapide que les gens sont moins protégés. Donc, toute petite variation, comme le disait très bien Julien, toute petite variation, c'est quelque chose qui impacte très directement. Les gens n'ont plus de marge de manœuvre pour une bonne partie de la population. Donc, toute petite variation a un effet de fragiliser énormément leur situation. Donc, on a un problème qui est double. D'une part, on ne sait pas très bien la mesurer. En tout cas, on a des indications qui valent ce qu'elles valent à titre conventionnel, mais qui ne permettent pas de décrire la situation à proprement parler. Et puis, d'autre part, elles arrivent toujours trop tard pour pouvoir informer les politiques publiques, pour pouvoir nourrir le débat public de manière intéressante. Mais dans ce contexte-là, il y a une raison de se réjouir, c'est que, très clairement, en revanche, sur le terrain, il y a de la connaissance sociale de ce phénomène-là. Et tout ce que disait M. Makowski de cette situation, elle est vraiment très symptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on a des données statistiques qui arrivent très tard, alors que sur le terrain, avec l'Observatoire, on rencontre beaucoup d'associations, beaucoup de gens, de travailleurs sociaux qui nous disent « Attention, ça se dégrade. » Ça se dégrade. Et puis par ailleurs, on a les politiques publiques ou les responsables qui nous disent, parce que les outils de pilotage le leur recommandent d'une certaine façon, disent « Mais non, on n'est pas dans une grande variation, etc. » Donc les problèmes arrivent et on les connaît sur le terrain beaucoup plus tôt que par rapport aux politiques. Donc ça suppose effectivement des nouvelles formes de régulation démocratique, ça suppose de nouvelles interactions. Et de fait, l'exemple des Restos du Cœur, ça a été important, mais il y a aussi la Fondation Abbé Pierre qui avait un rapport au social. Toutes les études de l'Abbé Pierre, de la Fondation sur le logement, par exemple, sont toujours très importantes, précisément parce qu'elles nous donnent un retour plus rapide sur l'évolution de la situation. Je voudrais vous redonner la parole, justement, Monsieur Makowski, après ce qui vient d'être dit, parce que finalement, à l'instant, Patrick Savidan nous dit que vous êtes le
le premier thermomètre, la première alerte, la première vigie finalement sur les nouvelles formes que peuvent prendre la pauvreté. Vous le constatez aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus ? Si on veut être au cœur de l'actualité, par exemple, est-ce que vous vous attendez à ce que un certain nombre de ceux qu'on appelle aujourd'hui les migrants viennent également au resto, et est-ce que cela pourrait avoir pour vous quelques difficultés à les gérer? Je vais dire non, parce qu'on est obligé. Micro. Mais oui, bien sûr, mais ça date pas d'aujourd'hui. Enfin, qu'il y a des migrants, et on sait très bien qu'on a des secteurs ou des villes où on est confronté à la question plus que dans d'autres. Je dirais Strasbourg, où il y a des files d'attente de 500 personnes, comme par hasard certains jours après que les passeurs aient largué leur cargaison. Si je puis m'exprimer. Ça, c'est des gens que vous ne reverrez pas au c'est resto. C'est des gens dont on peut difficilement assurer le suivi. Voilà, c'est clair qu'une des questions, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure parce que c'est difficile de parler de tout, mais on peut rajouter une des difficultés, c'est effectivement, pour les Restos du Cœur, la nourriture, c'est un prétexte à l'insertion. Je veux dire, même si on s'appelle Resto du Cœur, donc l'objet, c'est vraiment l'insertion de la personne. Donc il y a tout un travail en profondeur à tenter de faire derrière, qui ne peut pas se dérouler au premier contact, qui ne peut pas se dérouler avec des gens extrêmement mobiles. Et des mobiles, on en a de plus en plus, non seulement les migrants, mais ce que j'évoquais tout à l'heure, les gens qui sont en squat, les gens qui sont... voilà, on est obligé de s'adapter à ce type de population. Une autre difficulté que je n'ai pas évoquée, mais je suis en train d'oublier la question que vous me posez, excusez-moi, c'est une autre difficulté, c'est que la pauvreté dont vous parliez des visages, ce qu'on constate, en tout cas aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a la pauvreté purement financière, mais il y a toute la cohorte de choses de laquelle elle s'accompagne, c'est-à-dire des addictions différentes et multiples, des problèmes de santé considérables, des pathologies multiples qui posent question. Mais si vous me reposez la question, je vais y répondre. Non, mais effectivement, mais surtout, est-ce que vous constatez cette rapidité d'évolution qu'évoquait tout à l'heure Patrick Savidan, c'est-à-dire que effectivement on est loin du schéma classique du pauvre tel qu'on l'entendait peut-être même dans les années 70-80, le clochard ou autre, et est-ce que vous, par exemple, aujourd'hui, vous voyez déjà des évolutions que les sociologues ou les scientifiques n'arrivent pas encore à évaluer parce qu'ils n'ont pas encore les chiffres et les données, parce que ça met un certain temps? Non, on n'aura pas cette prétention, je pense. On les voit arriver, on essaye de s'adapter. Ce qui est clair, ce qui est massif, c'est les familles et les enfants. Ça, c'est clair, c'est massif. On ne voit pas comment ça diminuerait dans le court terme. Ça pose des gestions complètement spécifiques. Ça pose des questions de... Quand on est... moi, je suis réseau de rue. Quand on est avec un camion, on n'a pas nécessairement toujours de la nourriture adaptée à des enfants, quel que soit leur âge. Ça pose des gestions de la file, avec des tas de gamins qui, comme j'ai évoqué les chiens tout à l'heure, on a dû s'adapter à la présence des chiens, c'est-à-dire que voilà, c'est à vous de vous adapter. Encore un point peut-être, puisqu'on parle des nouvelles formes de cette pauvreté. Vous aviez insisté sur le phénomène urbain, la massification de cette pauvreté dans un cadre urbain. Mais il y a aussi une pauvreté rurale qui se développe de plus en plus. Oui, alors la pauvreté rurale, on commence à avoir des expériences de centres de distribution qui se regroupent, qui ont un camion et qui vont dans des villes, dans des locaux prêtés par les municipalités. Ça se passe dans le département des Hautes-Alpes, parce que là aussi, on a des populations qui sont pas mobiles. Comme en ville, des fois, on a des populations qui sont pas mobiles. Comment les traiter? C'est-à-dire que quand on nous affecte dans une ville le droit de stationner à tel endroit et pas à tel autre, on sait qu'on est loin de certaines... Enfin, il faut savoir qu'il y a des villes qui interdisent le stationnement de nos camions dans les centres-villes. À l'Observatoire des inégalités, on constate aussi une montée de cette pauvreté rurale. En fait, l'Observatoire des inégalités a développé des outils... Micro. Oh, pardon. Pourtant, je l'avais allumé.
On observe, on avait mis en place des outils qui fonctionnent assez bien, qui sont très sollicités d'ailleurs, donc on sent qu'il y a une préoccupation très forte autour de cette question, qui est plus généralement la question des territoires en fait. Pendant très longtemps, on n'avait pas des données suffisamment fines pour pouvoir essayer d'identifier où pouvaient être les poches de pauvreté. Et on avait notamment la vision, par exemple, il y a le problème du rural, mais il y a aussi la question des centres-villes plutôt privilégiés. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, on s'est aperçu du fait que la pauvreté était beaucoup plus diffuse dans la société qu'on ne le pensait. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des quartiers de très très forte relégation, mais il y a aussi de la pauvreté dans des quartiers très aisés. Il y a aussi de la pauvreté dans des quartiers ou hors des quartiers, en gros. C'était un peu l'idée. Et ça, c'est des outils qui nous ont permis, notamment, à partir de nouvelles données de l'INSEE, de le montrer assez fortement. Et de fait, il y a une montée en puissance de cette préoccupation pour la pauvreté rurale aujourd'hui. Avec peut-être un nouveau défi pour les restos, hein, contrairement, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Makowski, si les restos aujourd'hui ne vont pas chercher ce public, c'est peut-être un des défis à relever, d'aller à sa rencontre par un certain nombre d'initiatives, les maraudes et autres, comme vous l'aviez évoqué. Et d'ailleurs, ça va nous amener directement à notre deuxième table ronde. J'en profite pour remercier les intervenants. Julien Damon, Cynthia Fleury, Gérard Makowski et Patrick Savidan. Merci beaucoup.